Bonjour à tous, merci d'être là, j'espère que vous allez passer un bon moment. Moi je suis là pour vous parler de Lovable at First Sight ou comment affirmer la personnalité de son produit pour créer le coup de cœur. Donc pour commencer, je vais me présenter. Donc je m'appelle Chantal. Wow. Je m'appelle Chantal, je suis directrice de création et product designer chez Théodo. C'est une agence de conseil qui accompagne les entreprises à travers 3 expertises, donc produit, design, développement. On est principalement basé à Paris, mais aussi ailleurs. Et donc ça fait 6 ans que je suis chez Théodo. Avant ça, j'ai été directrice artistique en agence de communication, où j'ai fait des logos, des identités visuelles, des rapports annuels, voilà, sur du papier à l'ancienne. Et ça, c'était juste après avoir obtenu mon master en communication visuelle à l'ESSAC-Penningen, qui est une école de graphisme à Paris. Et en dehors de ça, j'aime bien faire de la pâtisserie, de l'ultimate frisbee et de la batterie. Et c'est pas que pour la rime, c'est vrai. Pourquoi je vous parle de tout ça je vous parle de tout ça parce que ces expériences, donc mélange de direction artistique et de produit, m'ont fait prendre conscience d'une chose, c'est qu'un bon design, ce n'est pas seulement une question de fonctionnalité et de logique, c'est aussi une affaire d'émotion. Pour mieux vous faire comprendre, je vais vous parler d'une expérience que vous avez peut-être déjà connue, ce moment magique qu'on appelle le crush. Ça peut être pour une personne rencontrée en soirée ou dans une conférence à Bordeaux, ou aussi pour une paire de chaussures en vitrine, voilà, quelque chose. Voilà. C'est des moments où on a ce crush, le moment est comme suspendu, on a l'impression que tout s'arrête. Bon, j'exagère peut-être un peu et je regarde trop de comédies romantiques, mais vous voyez un petit peu de quoi je parle. Je vous parle de ça parce que, voilà, on le sait, aujourd'hui, le marché des apps mobiles est totalement saturé, l'attention des utilisateurs est de plus en plus difficile à capter. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas incroyable de réussir à provoquer cet effet, le crush, auprès de nos utilisateurs avec notre produit? Et pour ça, la clé, j'en suis convaincue, c'est d'affirmer la personnalité de votre produit. Et du coup, on va voir pendant les 20 prochaines minutes comment on fait ça et pourquoi c'est important. Donc, on va commencer par déjà comprendre c'est quoi le phénomène de coup de cœur, quels vont être, comprendre les facteurs qui rentrent en jeu et voir si ça peut s'appliquer à des produits digitaux. Je vous reparlerai ensuite, bon, spoiler alerte, oui, ça peut s'appliquer, sinon ma conf ne va pas servir à grand-chose. Ensuite, je vais vous partager comment s'y prendre, ma méthode, le Product ID, pour affirmer la personnalité de votre produit. Et enfin, on passera sur les idées préconçues qu'on peut avoir dans cette démarche et comment les dépasser, avant de conclure et s'il y a des questions. Donc c'est parti. Donc le coup de cœur, crush, coup de cœur, coup de foudre, connexion instantanée, voilà, il peut avoir plein de noms. L'attirance immédiate, c'est un phénomène psychologique complexe où une personne ressent une forte attirance pour une autre personne dès les premiers instants. Donc c'est un résultat d'une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, voilà, qui se produisent tous en même temps, en un instant, et souvent de manière inconsciente. Parmi ces facteurs, on va rentrer dans le détail de chacun, on retrouve l'apparence physique, la loi de similarité et familiarité, je vais vous expliquer ce que c'est, tout ce qui est communication non verbale, la chimie et les hormones bien sûr qui rentrent en jeu, et tout ce qui est composante de psychologie interne. Donc, sachant ça, voyant ces facteurs, la question que je me suis posée, c'est est-ce que finalement ils peuvent s'appliquer avec des produits digitaux et pas seulement aux personnes pour vraiment créer ce lien émotionnel. Donc, on va voir ensemble un par un. Donc déjà sur l'apparence physique, oui, c'est la beauté intérieure qui compte, blablabla, mais qu'on le veuille ou non, l'apparence physique joue souvent un rôle majeur, en tout cas dans l'attirance immédiate. Notre cerveau, il est câblé comme ça, il est câblé pour remarquer et préférer certaines caractéristiques physiques, c'est inconscient, et on va l'associer à la santé, la fertilité ou la force. Voilà. Et finalement, on se rend compte que ces réactions inconscientes, finalement, on peut les retrouver aussi avec notre première appréhension
aux applications mobiles ou aux produits digitaux, aux interfaces. En fait, on voit qu'une interface soignée, bien soignée, elle va attirer les utilisateurs de la même manière qu'un visage ou une silhouette attrayante peut capter l'attention. Donc, de la même manière qu'on va l'associer à la santé, etc. pour une personne, une interface, on va l'associer à de la performance, de la robustesse, de la fiabilité. Voilà, quelque chose qui a l'air complètement déglingué. On se dira, ça n'a pas l'air très, très stable, tout ça. Donc, on voit ici que finalement, cette réaction apparence physique, apparence interface, on le retrouve. Donc, c'est un facteur qui peut jouer dans ce coup de cœur. Le deuxième, c'est la loi de similarité et de familiarité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tendance à être attiré à ce qui nous ressemble, des gens qui partagent des traits qui nous sont familiers. Donc, ça peut être des expressions faciales, de la gestuelle. Moi, j'ai tendance à beaucoup parler avec les mains. Et du coup, c'est quelque chose qui est rassurant parce qu'on se dit, voilà, on connaît, on est dans une zone de confort. Ça peut être lié à des expériences passées ou des schémas ancrés dans notre cerveau. Si on essaie d'appliquer ça aux interfaces, on se rend compte qu'un utilisateur, il va être plus susceptible de s'attacher à un produit digital qui lui semble familier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple des comportements de boutons habituels, des parcours qui sont prévisibles, voilà, des choses ou même des univers qui rappellent d'autres univers. En fait, c'est pour ça qu'à chaque fois on dit de ne pas essayer de réinventer la roue, etc. Bien sûr, c'est pour aussi des performances techniques ou alors juste pour des histoires de budget, mais c'est aussi pour l'utilisateur. Voilà, il gagne du temps à ne pas tout le temps réapprendre, c'est rassurant et du coup, il s'attache plus rapidement à son application parce qu'il sait déjà à quoi s'attendre. Troisième point, la communication non verbale. Donc pour une personne, ça peut s'apparenter, ça peut être le langage corporel, le contact visuel aussi, ou d'autres formes de communication non verbale. Tout ça, ça peut rapidement créer une sensation de connexion ou d'attirance, comme je sais pas, quand on danse par exemple. Bon, après, bien sûr, ça dépend comment chacun danse, mais voilà, vous l'imaginez, ça peut vraiment créer cette connexion. Finalement, pour un produit digital, le langage corporel pourrait s'apparenter aux micro-interactions. Donc, c'est toutes les animations subtiles, les feedbacks visuels, voilà, tout ce qui va rendre l'expérience plus vivante et interactive. Ces éléments, ils améliorent beaucoup de manière inconsciente, subconsciente même, l'interaction avec les utilisateurs pour rendre l'expérience plus intuitive et plus plaisante, tout simplement, à utiliser. On s'accroche. Quatrième, chimie et hormones. Là, la dopamine liée au plaisir, l'ocytocine liée à l'attachement, tout ça, ça peut provoquer ces sentiments d'euphorie, de proximité immédiate avec une personne. Bon, c'est sûr, pour un produit digital, on ne va pas parler de coup de foudre hormonal, etc. Mais on peut voir que certaines fonctionnalités ou par exemple des petites récompenses, des petits trucs qui pop et qui dit success, machin et tout, tout ça, ça peut créer des réactions positives. Et finalement, c'est dans ces moments de plaisir, de satisfaction, on va sécréter ces mêmes hormones finalement, à moindre mesure, mais elles vont participer du coup à cet attachement à notre application. Encore une fois, de manière inconsciente, c'est juste qu'on a vécu un bon moment, on va vouloir le revivre. Voilà, tout ça, c'est hormonal. Et enfin, ce qu'on appelle les facteurs psychologiques internes. Là, c'est plutôt, parfois, l'attirance immédiate, elle peut être renforcée par notre état émotionnel ou nos besoins personnels. Par exemple, on peut être dans des moments compliqués où on se sent seul, où on va chercher une connexion. Et du coup, à ce moment-là, quand il y a une personne qui arrive dans notre vie, plus forcément, on va être plus susceptible à avoir une attirance intense et très rapide. Voilà, parce qu'on est dans un moment compliqué. Tout comme une personne qui arrive au bon moment dans la vie de quelqu'un, un bon produit qui répond précisément aux besoins et aux désirs de l'utilisateur au moment opportun, sera plus susceptible de créer une connexion immédiate.
Donc là, c'est là que toute la vision produit et tout est hyper important, les recherches utilisateurs, etc., bien comprendre le besoin, va jouer énormément. Et du coup, renforcer cet attachement. Jusque-là, tout le monde me suit, ça va, je ne suis pas dans un délire. Du coup, maintenant qu'on comprend les ressorts émotionnels du coup de cœur et qu'on voit que finalement on peut les transposer aux produits digitaux dans une autre mesure, la question c'est comment les intégrer concrètement dans la conception de notre produit. Et c'est là que j'arrive au Product ID. En fait, le Product ID, c'est quoi? C'est tout comme une personne a une identité propre, une manière de parler, de se comporter, de s'habiller. Chaque produit devrait pouvoir affirmer sa propre personnalité. Et c'est à ça que sert le Product ID. Donc, c'est un framework adapté du travail d'Aaron Walter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un designer américain, connu surtout pour avoir popularisé le concept de design émotionnel, notamment à travers son livre Designing for Emotion, que je vous conseille et qui est très très simple à lire. Du coup, le Product ID, c'est une sorte de portrait de votre produit, un alignement identitaire qui permet à chaque partie prenante du projet de se mettre à la place du produit. C'est plus facile de transposer que de parler de concepts un peu abstraits où chacun peut interpréter à sa manière. Voilà, c'est vraiment, on va décrire le produit comme si c'était une vraie personne et lui donner une voix, un caractère, une énergie, voilà. C'est un exercice qui est accessible à tous, donc pas besoin d'être designer, vous verrez, je vais vous montrer, et qui se fait en équipe, surtout qui doit se faire en équipe, pour que vraiment tout le monde soit embarqué dans la même vision. Donc ensemble, on va imaginer le produit comme si c'était une vraie personne, le décrire vraiment comme si c'était quelqu'un à côté de nous. Donc on va dire qu'est-ce qui le caractérise, comment il est perçu des autres aussi, de comment il parle, voilà, quels sont ses traits de caractère. Voilà, tout ça, comme je disais, parce que c'est plus facile de se transposer, de se mettre à la place de quelqu'un. Mais je vais vous montrer plus concrètement un exemple, parce que ce sera plus simple à comprendre. Le projet que je vous présente ici, c'est une app à destination des professionnels de santé. Alors, attention, ça c'est la version avant, c'est pas moi. Donc c'est une app à destination des professionnels de santé, principalement des infirmiers et des infirmières. Et j'ai choisi ce projet parce que très souvent, on a tendance à penser que comme c'est un outil professionnel, il y a juste besoin d'être pro et efficace et performant et on s'en fiche des émotions et de la DA. Classique, mais détrompez-vous. Surtout dans ce cas, le cas des infirmières, faut savoir qu'elles ont des journées très intenses, hyper fatigants, elles se sentent isolées parce qu'elles sont souvent indépendantes, à se balader partout, à bouger tout le temps. Elles sont peu reconnues et voilà, elles ont des journées hyper fatigantes. Donc on voit que émotionnellement, c'est très très difficile. Et puis bon, quand on ouvre ça tous les jours, ça cheer up pas trop. Voilà. Donc ça n'aide pas beaucoup. Du coup, avec les écrits de projet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à vraiment placer ces émotions au cœur de la conception et concevoir l'application, leur outil, vraiment comme un véritable compagnon. Donc après, toute une user research, etc., qui montrait qu'elle se sentait seule, etc., on a voulu construire un compagnon du quotidien. Donc je vous lis le petit concept. Dans la même veine que Siri, Alexa ou OK Google, Illico est l'assistant personnel qui connecte les professionnels de santé entre eux. Il sait se rendre utile et anticipe les besoins de l'utilisateur avant même que ce dernier ne demande. Sous ses airs chaleureux et accessibles, il n'en est pas moins puissant et efficace. Donc ça, c'était l'idée générale de l'application qui était en adéquation avec les valeurs de Urgo, qui soutient le projet en fait. Voilà, toute une réflexion qui a été faite avec les équipes marketing, toutes les parties prenantes du projet. Et à partir de ce concept, on a précisé comment il va se manifester à travers le design. Et dans ces cas-là, chaque choix, vous allez voir, de design compte. En commençant par les traits de caractère. Alors, je vais essayer de zoomer. Hop, ça marche. Ouais. On a commencé par les traits de caractère, comme je disais, comme une vraie personne. On va décrire c'est quoi ces traits de caractère forts.
de n'importe quelle personne de votre entourage, vous êtes capable de dire « Ah, lui, il est trop drôle. Ah, lui, il est trop intelligent. » Voilà, il y a des traits de caractère quand même qui ressortent, en plus ou moins de mesure, mais c'est ce qui caractérise une personne. Donc, on a fait cet exercice avec Illico. Et ce qui est intéressant aussi, c'est surtout de dire aussi les travers dans lesquels on ne veut pas tomber. Donc, par exemple, on veut être puissant, avoir l'air puissant, mais sans paraître compliqué. Donc, ça permet de bien cadrer, en fait. Ça permet aux équipes de bien cadrer les intentions et les choix de design qu'ils vont faire, qui doivent être cohérents avec ces traits de caractère. Pareil, on veut être simple, bien sûr, on ne veut pas faire, comme je l'ai dit, on ne veut pas être compliqué, on veut être simple, mais pas pour autant simpliste. Ça reste un outil pro, il faut qu'elles se sentent en confiance et qu'elles savent qu'elles font du bon travail. Dans le cas des infirmières aussi, ce qui était important, c'est qu'elles veulent se sentir guidées pour gagner du temps, mais elles ont leur protocole, elles aiment bien garder le contrôle, donc il ne fallait pas quelque chose qui impose des protocoles, etc. Donc tous ces traits de caractère sont en adéquation avec nos objectifs business, nos valeurs, etc., mais aussi les utilisateurs, parce que ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment créer une relation avec nos utilisateurs, un lien émotionnel. Donc voilà. À partir de ces traits de caractère, on va ensuite pouvoir décliner tout ce qu'on appelle le lexique visuel. Dans le lexique visuel, on a par exemple, bien sûr, les couleurs, qu'on a voulu ici lumineuses, dans des tons, vous allez voir après, dans des tons de bleu, qu'on retrouve souvent dans le milieu de la santé, pour le côté efficace, rassurant et familier. Vous vous rappelez la loi de similarité et de familiarité, voilà, on y revient. Mais on y a ajouté des petites pointes de rose et de violet pour casser ce côté froid et aseptisé et être un peu plus chaleureux. Donc dans les traits de caractère, il y avait ce côté aussi chaleureux. Même chose pour la typographie. On a voulu une typographie simple et efficace. Elles doivent avoir les vides dans leur journée, elles ont beaucoup de patients à voir, très accessible du coup, et qui aide à l'utilisateur à vite saisir les informations importantes. Donc la hiérarchie d'informations, etc., c'est hyper important. Autre point hyper important, et là pour le coup qui n'est pas visuel, c'est tout ce qui est ton de voix. Le ton de voix, c'est très important pour créer un lien émotionnel entre l'utilisateur et l'application, parce qu'on ne pouvait pas parler comme un robot. Ça peut se faire dans certains produits, si c'est une volonté, mais nous, dans notre cas, vu qu'on voulait créer ce lien, vraiment l'assistant, etc., on ne pouvait pas. Ça n'aurait pas été cohérent avec la personnalité qu'on essayait de construire. Mais pour autant, on est sur une application pro, donc il faut rester un minimum sérieux et crédible. Donc là, ça devient compliqué, et c'est là la particularité avec nous, les humains, c'est qu'on est capable, en général, d'adapter notre ton en fonction du contexte. Typiquement, vous ne parlez pas à votre meilleure amie de la même manière que vous parlez à votre belle-mère. Sauf si votre belle-mère est votre meilleure amie, mais là, ça devient un autre sujet de talk, mais on s'éloigne. Donc si on reste dans notre sujet, voilà, pour trouver le ton juste, et du coup, se mettre à la place du produit, c'est beaucoup plus facile en fait pour rédiger ensuite les différentes situations. Et bien sûr, pour aider encore plus, on a donné quelques exemples comme ça de contexte, et on voit là que, en plus des indications, en fonction des messages, on ne va pas toujours chercher à cacher sous le tapis les problèmes, etc. Donc là, c'est vraiment une volonté de la personnalité. Vous voyez que ce document, ce n'est pas une charte graphique, ce n'est pas un design system, ce n'est pas quelque chose de hyper cadré avec des codes couleurs, etc. Ça, c'est un travail qui pourra venir après, mais c'est un document qui donne un peu plus de souplesse. Ce qui compte surtout là, c'est l'intention et le sens qu'on veut donner, pour que dans chaque situation, des situations qu'on n'aura peut-être pas anticipées ou qu'on n'aura pas décrites dans un document hyper précis, parce que bon, les cas particuliers, on les connaît, hein, il n'y en a que ça, au moins là, les équipes, elles sauront comment réagir, parce qu'elles se mettront tout simplement à la place du produit, elles se diront « Ah, dans ce cas-là, Illico doit parler comme ça, doit agir comme ça, doit montrer ça, etc. »
Ce qui est aussi important, c'est que le Product ID, donc ce document, il ne doit pas servir seulement à orienter le design visuel. Il doit servir à toute la conception produit et même de l'expérience au sens général. Ça peut par exemple influencer même le choix des fonctionnalités et la façon dont on va les concevoir. Par exemple, pour un assistant comme Illico, on pourra préférer un chat plutôt qu'un formulaire, voilà, pour avoir une expérience plus conversationnelle. Si on est dans une démarche aussi d'éco-conception, c'est quelque chose qu'on peut voir apparaître aussi dans le Product ID, parce que ça va driver tous nos choix de conception. C'est pour ça que je disais, il ne faut pas qu'il soit fait ou qu'il ne doit servir que aux designers. Vraiment, tous les membres de l'équipe, PM, PO, développeurs, tous doivent pouvoir se mettre à la place du produit et pouvoir challenger sa conception. Donc c'est vraiment un document d'alignement et de collaboration. Dernièrement, d'ailleurs, là tout récemment, j'ai travaillé sur un projet où on a fait encore dans la santé d'ailleurs, on a fait un projet comme ça de design de Product ID et ça a servi à paramétrer, enfin à créer un agent IA qui sert à relire les contenus qui proviennent de différents collaborateurs pour s'assurer que le ton de voix reste cohérent, etc. Pour que l'utilisateur ait une expérience constante tout au long de son expérience. Et du coup, en décrivant ainsi la personnalité de l'application et comment elle s'exprime dans les moindres détails, contextes, etc., décliner tous les écrans devient beaucoup plus simple parce qu'on n'a plus à se poser la question violet foncé, violet clair, etc. Voilà, ça permet de bien cadrer et en fait, il n'y a plus de moi je préfère comme ça, c'est plutôt illico comment il va s'exprimer, comment ça devrait apparaître par rapport à sa personnalité. Et du coup, ça crée des écrans plus cohérents. Et surtout quand on travaille dans différentes équipes, différentes squads, etc., et que chacun design des parcours différents, on n'a pas forcément la visibilité sur le reste. Et du coup, on ne se rend pas compte que l'utilisateur vit une expérience complètement chaotique. Et pour la petite histoire, au bout d'1 an, la personnalité du produit, donc Illico, a été tellement forte, voilà, les équipes se sont tellement appropriées cette personnalité et l'ont tellement affirmée qu'elle a fini par prendre vie. Et c'est ainsi qu'est né Illy. On l'a appelée Illy. Donc c'est une petite mascotte qu'on a du coup déclinée un peu partout dans l'appli, peut-être un peu trop, mais bon. Et on l'a aussi déclinée en support de com, en sticker, en peluche. Voilà, les infirmières, elles en sont folles et les équipes produits, les équipes projets encore plus. Et voilà, juste pour rappel, le avant-après, ça fait plaisir. Un autre truc que je me suis amusée à faire hier dans le train, j'ai rentré le Product ID, pardon, j'ai changé récemment le nom, j'ai rentré le Product ID dans Figma Make pour voir justement ce qui me sortait. Et en fait, on se rend compte qu'il sort quelque chose d'assez proche finalement. Donc c'est bien que ça a assez cadré la réflexion et surtout justement quand vous êtes en phase au tout début d'un projet, que vous n'avez pas forcément de designer ou pas de temps à perdre justement sur avoir des premières impressions, ça peut être un super moyen d'obtenir déjà un résultat qui émotionnellement sera plus sympa que des wireframes ou un design system standard et qu'on retrouve partout. Pour rendre cet exercice plus ludique, j'ai aussi imaginé un petit jeu de cartes que vous pourrez venir voir si ça vous intéresse après. Dans ce jeu, en fait, on va chercher à savoir quel type de relation on veut construire avec nos utilisateurs. Donc, j'en ai répertorié 7. Il y a par exemple, est-ce qu'on veut être plutôt un modèle type mentor, est-ce qu'on veut être un professeur, un coach, etc. J'ai écarté bien sûr tous les relations toxiques, pervers narcissiques, etc. Parce que normalement, on est là pour améliorer la vie de nos utilisateurs. Voilà. Et ensuite, dans ces grandes familles, vous allez pouvoir choisir des personnalités connues, Beyoncé, Gandalf, Chuck Norris, comme vous voulez. En tout cas, choisir celle qui se rapproche, qui incarne le plus l'énergie que vous voulez donner à votre produit. Et ça, comme je disais, ça aide les équipes à se projeter dans des archétypes concrets et connus de tous. Comme ça, il n'y a pas d'interprétation. Voilà, tout le monde connaît Beyoncé, tout le monde sait que c'est la queen.
Voilà. Par exemple, j'ai fait cet exercice avec mon équipe de designers et voilà ce qu'ils ont sorti en 30 minutes. Je leur ai demandé de choisir une carte, donc des différentes personnalités, pardon, et de designer 2 écrans d'app de rencontre. Donc on voit que si fonctionnellement on retrouvera la même chose, du swipe, du chat, etc., bah, ces 4 apps, elles ne s'adresseront pas du tout au même public. Et du coup, elles ne vont pas du tout générer le même engagement. Et comme c'était qu'en 30 minutes, bah, en fait, on se rend compte qu'on va très vite si on a bien cadré l'intention qu'on veut donner. On n'est pas à chercher rose foncé ou rose noire, bref. Et là, vous avez envie de me dire, ok, c'est sympa tout ça, mais moi je dois sortir un MVP, donc c'est pas trop la prio pour le moment, et de toute façon ça coûterait trop cher, donc on verra ça plus tard. Classique. Cette phrase, je l'entends très souvent. Vraiment à chaque fois en fait. Et en fait, elle est le résultat pour moi d'idées préconçues sur le design émotionnel et sur la direction artistique. Bah, celle que ça a peu d'impact, que ça prend du temps et bien sûr donc que ça ne peut pas coûter cher. Et ce qui nous amène donc à comment dépasser ces idées préconçues. Déjà, commençons par l'impact. Pour cela, j'ai un exemple que vous avez peut-être déjà rencontré. Est-ce que vous avez déjà eu un date, comment dire, pas foufou, pas ouf, voilà. Et après ce date, justement, est-ce que vous vous êtes souvent dit, allez, c'était pas dingue, mais je vais me forcer à retenter le coup parce que ça se trouve au deuxième date, ça va être la folie dingue. Personnellement, moi jamais. Voilà. En plus, avec les apps, c'est tellement facile maintenant. Pour les apps, en fait, pour vos applis mobiles, pour vos produits digitaux, c'est pareil. Si vos utilisateurs n'ont pas eu une bonne première impression avec votre MVP, ils vont rarement attendre la V2 et ils risquent du coup d'aller voir ailleurs. Et la concurrence, elle est rude. Donc, je vous conseille d'attaquer tout de suite dès la première expérience. Surtout que cette première impression, elle est d'autant plus importante qu'elle arrive qu'une fois, comme je disais. Ils ne vont pas réinstaller votre app pour voir ce que ça donne. Donc, quand vous vous dites on verra plus tard, il sera déjà trop tard. Ça fait un peu fataliste. Mais j'en rajoute, surtout quand on sait que 3/4 des utilisateurs abandonnent une application mobile après seulement le premier jour d'utilisation, après un jour d'utilisation. Donc voilà, c'est pourquoi il faut arrêter de penser MVP, mais plutôt MLP. Donc MLP, c'est Minimum Lovable Product. Donc c'est un produit qui, en plus des fonctionnalités minimum, je ne remets pas ça en cause, va chercher à créer un lien émotionnel avec l'utilisateur. Aujourd'hui, on est rarement les premiers à sortir une fonctionnalité, et même quand on l'est, on se fait très vite rattraper, on ne reste pas très longtemps. Donc ce n'est pas seulement vos fonctionnalités qui vont retenir sur le long terme vos utilisateurs, c'est vraiment l'attachement émotionnel qu'ils ont à votre produit et à votre marque. Ou autrement dit, par Aaron Walter, un utilisateur engagé émotionnellement est un utilisateur plus fidèle. Ça, vous avez dû aussi l'entendre dire qu'il vaut mieux investir dans ces utilisateurs que d'essayer de toujours en trouver des nouveaux. Donc, normalement, on a compris sur la valeur, mais qu'en est-il pour mon budget et le temps ? Mon conseil dans ces cas-là, c'est de ne pas voir ça comme un chantier monstrueux de refonte, voilà, mais d'avoir plutôt une approche que j'appelle « lovable and pragmatic ». En quoi ça consiste ? Donc, il y a 4 points clés. Le premier, c'est de s'aligner, comme je vous disais, sur la personnalité du produit. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. L'important, c'est surtout la consistance, d'être cohérent, de donner à l'utilisateur une expérience qui soit cohérente et qui comprenne de bout en bout. Et pour ça, le Product Active va vraiment vous aider à maintenir cette consistance. Deuxième point, ménagez vos efforts, et donc votre budget, bien sûr, en vous engageant émotionnellement dans les moments clés. C'est les moments les plus marquants pour l'utilisateur. Donc ça peut être, par exemple, un moment de stress ou de grande satisfaction, ou encore la fin d'un parcours. Voilà, vous connaissez peut-être la Pick and Rule. Voilà, c'est dans ces émotions, dans ces moments d'émotion fortes que vous aurez plus d'impact et que vous marquerez plus les esprits. Bien sûr, ça demande d'aller à la rencontre de vos utilisateurs et de bien comprendre leur contexte. Ensuite, on a
de commencer, par commencer, encore une fois, pas attaquer le chantier monstrueux, mais de commencer par vous concentrer sur les détails qui comptent. Les détails qui comptent, c'est quoi? Chez Théodo, donc avec mon équipe, on a fait une journée Kaizen où on en a identifié 6. Donc, il y a la structure, l'iconographie, bon, je ne vais pas vous le dire, mais j'ai tout mis dans un article si ça vous intéresse, qui décrit en fait la démarche qui nous a amené à ce résultat et qui donne la liste du coup. Attention, ce n'est pas une recette magique, c'est vraiment des points d'attention qu'on a identifiés pour aider à identifier les axes d'amélioration auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. Et voilà, ça aide de commencer par ces détails qui ont le plus d'impact, qu'on a analysés ont plus d'impact. Et quatrième étape, c'est d'embarquer les équipes et diffuser la bonne parole. Dans un projet, chacun a dans la diffusion, dans l'évangélisation, chacun a son rôle à jouer. Donc designer, PM, dev, marketing, tout le monde doit contribuer, tous doivent être embarqués dans la même vision pour que chaque décision en lien avec le produit soit cohérente et offre une expérience consistante, encore une fois, et mémorable à vos utilisateurs. Donc, j'arrive à la fin. Donc, ce qu'il faut retenir si jamais vous n'avez rien écouté. Donc, numéro 1, imaginez votre produit comme une vraie personne avec une personnalité affirmée. Vous lui donnerez ainsi l'opportunité de vraiment construire une relation durable avec vos utilisateurs. Parce qu'on construit vraiment, quand on construit une relation, c'est vraiment avec la personnalité de l'autre. Ne pensez plus MVP, mais MLP. Donc, engagez-vous émotionnellement avec vos utilisateurs dès les premiers instants et en concentrant vos efforts sur les détails et les moments qui comptent vraiment. Et troisième point, l'union fait la force. Embarquez toutes les parties prenantes du projet, tous embarqués dans la même vision. Ça vous évitera d'avoir un produit avec une personnalité complètement schizophrène. Et donc, avec ces 3 points, j'espère que la prochaine fois que vous travaillerez sur un produit, vous vous demanderez si c'était une vraie personne, est-ce que j'aurais envie de matcher avec elle? Voilà pour moi. Et maintenant, s'il y en a des questions. Pour 8 minutes de questions. OK. Oui? Est-ce que la personnalisation d'une app par l'utilisateur, ça peut aussi aider justement à créer cet attachement Oui, tout à fait. La personnalisation, oui, quand tu dis, justement, je suis en train de travailler sur un flux de parcours là. Bien sûr, comme je disais, un humain on est capable de s'adapter en fonction de la personne qu'on rencontre, etc. Donc, ça ne veut pas dire de changer totalement sa personnalité. On a tous des valeurs, des traits de personnalité forts, etc. Mais qu'on va adapter en fonction de la personne à qui on parle. Donc, oui, personnaliser, enfin, permettre à l'utilisateur de personnaliser son expérience pour qu'elle lui corresponde plus, bien sûr, ça permet de renforcer l'engagement émotionnel. Oui? Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. J'avais une question sur le Product ID. Donc vous avez rappelé le fait qu'il fallait vraiment marquer toute l'équipe pour cette étape-là, que tout le monde soit concerné pour bien cibler le produit que vous allez créer. J'aimerais savoir, pour un produit comme Illico, de qui était composée l'équipe et si vous avez un UX Writer. Alors, à l'époque, on n'avait pas de UX Writer. On avait, il y avait des gens du marketing, il y avait des PM, on n'était pas non plus 50 dans la salle, mais en tout cas, c'était les sponsors, les gens qui portaient le projet. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, moi, ce que j'ai pu rencontrer, c'est que très souvent, tout le monde, surtout quand il y a des fondateurs, par exemple, d'une start-up ou quoi, tout le monde pense avoir la même vision. Oui, on va tous dans la même direction, on sait exactement ce qu'on veut faire. Et quand on commence à en discuter, on se rend compte que, ah non, moi, j'aurais dit plutôt ça, et ah oui, etc. Et du coup, ça permet aussi de créer des discussions et de voir que chacun qui avait son point de vue, finalement, n'est pas exactement le même que les autres. Et donc, se rassembler, se mettre d'accord autour d'une personnalité, en général, ça aide. Donc, qui doit être dans la salle? Voilà, c'est ceux qui sont impliqués dans le projet. Un UX Writer, on en a eu plutôt après, pour justement, une fois qu'on avait ce Product ID, pouvoir lui transmettre, voilà la personnalité, voilà comment l'API doit parler, est-ce que tu peux nous aider à revoir tous les textes? Voilà. Oui? Merci beaucoup, c'était
Ouais, ouais. Est-ce que c'est juste, elle est plus sexy et... Non, non, tout à fait. Alors, malheureusement, je n'ai pas les chiffres, mais oui, le client Urgo donc, est venu nous voir parce qu'ils avaient déjà une première version qui ne fonctionnait pas. Ils n'arrivaient pas à... Voilà, les fonctionnalités étaient là, elles fonctionnaient, elles étaient performantes, il n'y avait pas de bug, mais ils n'arrivaient pas à générer de l'usage, en fait. Et du coup, parmi d'autres améliorations, bien sûr, on a revu les parcours, etc. Mais on s'est rendu compte que vu le contexte émotionnel que vivaient les utilisateurs, ça avait vraiment du sens de travailler, de remettre ces émotions au centre de la conception. Et c'est là qu'est venu ce travail. Et donc oui, aujourd'hui, c'est une appli qui s'est étendue. Elle est en France, elle fonctionne en France, mais aussi en Espagne, au UK, et on augmente de plus en plus le nombre d'utilisateurs. Voilà. Oui. Et dans le cadre d'un développement international, est-ce que vous rencontrez... Pardon, dans le cadre Dans le cadre d'un développement international, Oui. est-ce que vous rencontrez des biais parce qu'on va dire que, je sais pas, un espagnol pourrait réagir différemment à quelqu'un d'Asie ou d'un américain? Oui. Est-ce qu'il y a des choses à adapter? Alors, moi, j'aime bien parler, encore une fois, comme je transpose mes produits comme des vraies personnes, j'aime bien parler de bébés qui font partie d'une même famille. Donc, pour une marque, par exemple, d'une même famille, on peut avoir des produits qui vont se reposer sur les mêmes valeurs. On va inculquer les mêmes valeurs à nos enfants, mais qui peuvent, en effet, légèrement... dévier la personnalité, les traits de caractère vont être plus ou moins prononcés en fonction du contexte, de la situation géographique, des habitudes culturelles, etc. Mais quand on regarde les grandes marques internationales, elles ont une vision, elles ont des valeurs fortes et elles ne les changent pas chaque matin. Parce que justement, en fait, leurs utilisateurs et ceux qui sont vraiment fidèles à la marque, c'est pour ces valeurs-là. Et du coup, elles ont besoin de savoir que ça va être sincère, consistant et dans la durée, quoi. Oui. Alors déjà, merci, c'était très intéressant. J'aurais une question. Est-ce qu'éventuellement, au lieu de parler d'une personnalité d'une personne, ça pourrait être par exemple un lieu, donc plutôt représenter un lieu qui aurait plusieurs personnalités? Par exemple, un cas concret dans par exemple une application pour une entreprise qui aurait plusieurs services, des commerciaux, des techniciens, des développeurs, des graphistes, qui n'ont pas forcément les mêmes émotions en fonction des personnalités. Peut-être, est-ce qu'on pourrait l'imaginer, en fait ma question, est-ce qu'on pourrait l'imaginer plus comme un lieu que comme une personne? Ou est-ce que ça serait... Alors, je n'ai pas fait cet exercice. Moi, comme je disais, la personne, c'est parce qu'on est capable de... Tout le monde est capable, en fait, on a cette capacité à être empathique et à pouvoir se mettre à la place de quelqu'un. C'est un exercice, pour moi, je trouve plus facile de décrire une personne qu'un lieu, mais après, je ne vais pas essayer. Donc, si tu vois une manière de le faire, pourquoi pas. Si ça te parle plus, oui. Ok, merci. Ah, dernière question, ouais. Oui, alors comment vous expliquez qu'il y a des interfaces qui ne sont pas très esthétiquement jolies et qui fonctionnent, qui plaisent aux gens, alors que ce n'est pas forcément l'idéal? Alors déjà, dans ta phrase, il y a joli. Joli, c'est subjectif, en fait, de base. Donc, c'est ton avis, mais d'autres personnes peuvent penser qu'elles sont très bien. Après, oui, elles peuvent être travaillées de différentes manières. Ce que je dis dans mon travail, le but, ce n'est pas forcément de mettre des paillettes partout et mettre des effets spéciaux waouh, etc. C'est ce que je dis. L'important, c'est vraiment la consistance et ce qu'on essaye de véhiculer. Si on prend une interface comme ChatGPT, oui, elle est très simple, etc. Mais en fait, dans ce qu'ils essayent de véhiculer comme personnalité, c'est une IA efficace, etc. Voilà, ils y arrivent très bien, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Par contre, si tu vas être sur d'autres applis en fonction de tes utilisateurs, etc., oui, ça peut faire sens d'amener un peu plus de couleurs, un peu plus de travail, etc. Mais ça dépend de ce qui compte pour toi, ta personnalité. Si c'est de mettre en avant l'efficacité, en effet, tu vas peut-être moins insister sur l'iconographie, les effets, etc. Oui. Sur Le Bon Coin, en fait, ça, j'avais regardé, ils essayaient de reproduire un peu ce qu'on pouvait retrouver dans les petites annonces, etc. Donc il y a une intention aussi de rester un peu proche, de ne pas être sur une interface inaccessible de high-tech ou de
Startup Nation et je sais pas quoi, il y a aussi cette volonté. Donc, ils cherchaient vraiment à reproduire ce que tu pouvais retrouver dans les petites annonces. J'ai fait d'ailleurs la refonte de Paru Vendu, qui est un peu dans cette même veine. Eux, c'est volontaire, ils ne veulent pas concurrencer Vinted ou des choses comme ça. Ils veulent vraiment rester proches de... Voilà, c'est une appli qui est utilisée plus en région, etc. Donc, il y a une volonté de ne pas avoir l'air trop high-tech. Voilà. Donc, je pense que, après, bon, comme je disais, c'est subjectif. Voilà. C'est bon. Merci. Merci beaucoup.